Bonjour à tous, on est le dimanche 22 mars 2020, sixième jour de confinement suite à l'épidémie de coronavirus. Je continue ma lecture du jour, Mon ex, la mort et moi. Et nous en sommes au chapitre 7. On descendait la rue et il y avait cet air d'automne très particulier, dans lequel on pouvait déjà deviner la rudesse de l'hiver, et qui faisait enfler mes articulations et sécher la peau sur la jointure de mes doigts. Mais le soleil brillait encore dans le ciel et dispensait sa chaleur. Ses rayons nous aveuglaient et éclairaient les nuages de pluie qui s'amoncelaient. On voyait à présent luire les premières étoiles l'une après l'autre, et le croissant de lune se découpait lentement en haut du ciel, et je pensais. Quelque part derrière cette lune, ces étoiles et le soleil, vit ce type avec qui on est en train d'aller au bistrot. Mon ex, la mort et moi prenions la direction du bistrot où Sophia et moi allions toujours. D'abord ensemble, puis séparément. Je dis. Il faut encore que je poste une carte. Sophia. Toi et tes cartes postales, tu ne sais même pas si elles arrivent à destination. Moi. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on fait quelque chose de sensé dans cet océan d'absurdité. Sophia. Mais tu ne sais même pas si l'adresse est toujours la bonne. Moi. Dieu bénisse cette grande invention qu'est la demande de réexpédition. Sophia. Telle que je m'imagine la mère de ton enfant, c'est sûrement la seule femme au monde capable d'installer devant chez elle une boîte à lettres morte juste pour tes cartes postales. Moi. Laisse tomber, j'écris mes cartes postales et tu la fermes. Elle. C'est tellement bon. Tu penses que tu fais quelque chose pour les autres et en réalité tu ne le fais que pour toi. Je fis semblant de tirer sur mon nez de la main gauche et je jouais de la trompette imaginaire avec les 3 doigts de ma main droite avant de dire « Regarde, je joue ta chanson, toujours la même. Est-ce que dans ton monde gris et triste, dans lequel le béton est la couleur la plus vive, tu peux éventuellement t'imaginer qu'une chose apporte du plaisir à 2 personnes à la fois, même si elle vient seulement de l'une d'entre elles ?» Sophia leva les yeux au ciel. Elle n'était visiblement pas disposée à répondre, ce qui, dans son univers, ne voulait pas dire que l'interlocuteur avait eu le meilleur argument, mais simplement qu'elle trouvait débile de répliquer à ce qui avait été dit. La mort. Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. De quoi s'agit-il au juste? Moi. Je préférais ne pas en parler. Sophia. Oh, mais moi je peux en parler avec plaisir. Après tout, on n'a presque rien fait d'autre qu'en parler quand on était encore ensemble. Sa façon de jouer avec les mots était formidable, rapide et précise, et destructrice quand elle était utilisée contre soi. Avant, ce genre de choses était un sujet de plaisanterie entre nous. Je me réjouis à l'avance du moment où on ne se comprendra plus, parce que je te connais tellement bien que je pourrais étouffer ton âme et ton existence en quelques minutes. C'est ce que faisait Sophia, actuellement. De quoi parlez-vous demanda la mort d'une voix un peu trop guillerette. Sophia. Voilà de quoi on parle. Cet expert que tu vois là, à ta gauche, est tombé amoureux, il y a 9 ans, d'une femme dont tout le monde a toujours dit et pensé une seule chose. Bip, 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 bip. Sonia imitait le bruit que font les chariots élévateurs sur les ports quand ils reculent. Bon sang, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme histoire venant de gens qui la connaissaient à l'époque? Ce genre de choses ne finit jamais bien. Ses parents, elle, millionnaires, lui aide-soignant pour personnes âgées, elle des boucles d'oreilles en perles, lui un t-shirt de foot. Mais il ne voulait rien savoir. C'est elle, je suis le seul qui peut voir sa beauté, disait-il tout le temps à ce qu'il paraît. Et puis, il l'a mise enceinte au bout de 4 mois. Dès cet instant, la mouche à merde qu'elle était s'est transformée en furie. Ça criait plus que ça ne parlait, que c'était un incapable, que c'était un rien du tout, qu'il n'avait rien à lui offrir, il faut imaginer un peu. C'est comme aller au restaurant chinois et s'étonner. Comment ça, vous ne vendez pas de currywurst ici? Est-ce que par hasard tu es en train de me comparer à une currywurst? Demandai-je à Sophia, et elle me lança un regard si perçant que de peur, je ne dis plus rien. Elle poursuivait son chant d'adieu. Et puis au bout de 6 mois, elle est retournée s'installer dans le sud, chez ses parents, dans la jolie villa de millionnaire. Selon elle, elle ne pouvait pas vivre près de lui, parce qu'elle ne supportait pas, elle ne le supportait pas, et que l'enfant lui ressemblait. Ce qui était en soi une belle phrase, car après une telle phrase, on n'a plus besoin de test ADN, au moins, même s'il en tient une sacrée couche avec sa tristesse idiote. Il faut imaginer un peu, je ne peux pas rester avec toi parce que ton enfant me fait penser à toi. Je ne peux pas me débarrasser du gamin, mais de toi, oui. Elle faisait une dépression postnatale, répliquai-je. Elle avait déjà une bêtise prénatale aussi, répondit Sophia. Et aujourd'hui, l'enfant a 8 ans. Et tout, vraiment, tout ce que notre héros ici a jamais reçu de lui, c'est un coup de fil pour son anniversaire et une carte pour Noël sur laquelle le papa griffonné est le seul truc de personnel.
Et juste pour ne rien laisser au hasard, dans son échec total de la compréhension de l'espèce humaine, chaque jour, il écrit et dessine une carte. Chaque jour. Il écrit même une carte sur ses genoux quand il est au stade de foot. Il a toujours assez de timbres sur lui. Je suis déjà allée à la poste avec lui. Quand il apparaît là-bas, l'employé des postes sort, sans qu'on lui ait demandé, ce carnet qu'on reçoit quand on leur dit « J'aimerais bien acheter de jolis timbres ». Il s'échine pour quelque chose qui n'est pas là, en espérant quelque chose qui ne viendra pas. Il est comme ce type qui pousse les pierres, Sisyphe, mais avec des cartes postales à la place des rochers. La rigueur accablante avec laquelle Sophia venait de résumer les 9 dernières années de ma vie était dans sa causticité lyrique aussi merveilleuse que frustrante, aussi gênante que vraie. La première année des cartes postales, je pensais encore que, avec la répétition de la bonne action, il allait y avoir une amélioration, et que la relation avec la mère et la famille de la mère de mon enfant allait se normaliser. Mais rien n'arriva. Un coup de téléphone le jour de mon anniversaire, et une carte à Noël, pour laquelle la grande famille se faisait prendre en photo sur la place du village, avec tous ses membres, en costume folklorique, et avec un bonnet de Père Noël sur la tête. Seul mon fils, Johnny, grandissait sur ces photos, 8 fois de suite, et il n'y avait rien que je désirais plus au monde que d'être moi aussi, un jour, sur cette photo. Je n'en avais jamais rien eu à faire des enfants, avant. Tout comme je n'en avais jamais rien eu à faire de moi non plus, en fait. Une nouvelle âme dans une nouvelle enveloppe. Rien de grandiose, mais rien de mauvais non plus. Et par ailleurs, il y avait des choses que je trouvais infiniment plus importantes que l'amour. Le foot, par exemple. Je n'avais même pas de club préféré. C'était le jeu en soi, et regarder d'autres personnes vivre leur amour du jeu. La déception, la joie, toutes les facettes d'une vie représentées en 90 minutes. La possibilité de la délivrance après le coup de sifflet final d'un match. Cela m'amenait, quand le temps et l'argent me le permettaient, à traverser le pays et à assister à des matchs de club qui ne signifient rien pour moi. Être assis dans le train et regarder la campagne et les visages des gens changer, ça me plaisait. Être l'observateur silencieux des comportements et des mœurs des autres personnes, tout en me mêlant à elles sans me faire remarquer, remplissait mes pensées et mon cœur de joie. Si tu continues à ne t'intéresser qu'à ton football, tu ne rencontreras jamais une femme, me disait toujours ma mère. Tu es un garçon séduisant pourtant, regarde-toi, il faut seulement que tu t'arranges un peu. Premièrement, personne n'aimerait entendre sa mère dire ce genre de choses. Deuxièmement, je n'avais pas la moindre intention de rencontrer une femme. Certes, je ne trouvais pas la vie sans femme grandiose, mais entre le boulot, le cerveau, l'argent et les trajets pour voir les matchs de foot, elle était déjà tellement accaparante que je me disais qu'une femme allait me perturber complètement dans ce fragile équilibre. Et troisièmement, j'aurais aimé que ma mère ait eu raison, car évidemment j'ai fait la connaissance de la mère de mon enfant sur un trajet en train après un match de foot. On reconnaît tout de suite les gens d'une classe supérieure. Ils bougent autrement, ils parlent autrement, ils ont une belle peau et leurs habits, pour une raison obscure connue d'eux seuls, leur vont mieux qu'à nous tous, les gens du peuple. J'étais installée seule dans un compartiment à lire un magazine de foot lorsqu'elle ouvrit la porte et entra. Le simple fait qu'elle ne demande pas s'il y avait une place libre montrait de quelle classe elle venait. L'étiquette, dans les voyages en train, est si subtile et importante qu'en réalité, même dans les compartiments vides, il faut demander s'il y a encore une place libre. Elle se vautra sur le siège à côté de la fenêtre et se mit aussitôt à parler. « Oh là 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 là, la dispute que je viens d'avoir avec mes parents, dit-elle. Quelle entrée en matière peu dramatique pour une conversation avec un inconnu, pensai-je. Et j'écrivais, dans l'éternel maigre carnet de mes plus grands succès, qui n'existait que dans ma tête, abordé pour la première fois, juste comme ça, par une femme jolie et riche. On ne peut rien y faire, ils pensent que comme ils ont changé des millions de couches, ils ont raison. Jamais personne ne m'a dit une chose pareille. Et ce n'est pas fini, loin de là, dis-je, et je tentai de l'approcher, tel un don juan de train régional. J'étais tout de suite tombé amoureux, peut-être pas d'elle, mais de l'idée qu'une femme d'une classe supérieure puisse m'apprécier. L'idée que je pourrais goûter ses plats et ses boissons, l'idée que ses vins auraient meilleur goût, que ces destinations de vacances dont je ne connaissais pas les noms ni les curiosités deviendraient les miennes. Je pouvais sentir la cuillère dorée qui se cachait dans sa bouche, et je la retirais lentement. Je devinais dans chacune de ses phrases qu'elle n'avait encore jamais rencontré quelqu'un comme moi. Et si l'on veut, elle voyait pour la première fois de sa vie un nez qui coule, un hoquet de classe ouvrière. Elle m'appréciait parce que j'étais comme un animal qu'elle ne connaissait pas. D'abord on se réjouit de la nouveauté, pour se rendre compte plus tard qu'elle est quand même laide. Je lui racontais que je venais d'assister à un match de foot. Elle était absolument enthousiaste. « Un match de foot !» couina-t-elle. « Mon ex a toujours dit que son résultat préféré est un partout.
et un partout. Comme ça, personne ne peut se fâcher. Ça, c'est le point de vue de ceux qui ont crucifié Jésus, dis-je. Jésus! Elle appuya sans fin sur le U de Jésus, et j'étais possédée par l'idée de lui plaire. Je m'avouai vaincue par Sophia et son analyse limpide, et je me promis d'expliquer à la mort toute l'histoire en détail quand Sophia ne serait plus là. Peu après, je m'étonnais de ne pas être étonnée de vouloir expliquer plus longuement quelque chose à la mort. Et pendant notre discussion, nous restions sans bouger, tout comme on reste sans bouger quand une chose est trop sérieuse pour qu'on puisse y échapper. Et le vent balayait la rue avec une vitesse telle qu'il faisait mugir les arbres qui n'avaient pas encore perdu toutes leurs feuilles, les arbres dont ma mère avait toujours essayé de m'apprendre les noms, et que par bravade je n'avais pas voulu retenir. Je préférais écouter mon père, qui m'apprenait le nom de footballeur plus que plus personne ne connaît aujourd'hui. Les arbres sont toujours là, les footballeurs non, pensais-je. Comme je préférerais connaître des choses sur les arbres maintenant, identifier les arbres par les feuilles, identifier les arbres par la structure des écorces, identifier les arbres par la connaissance de l'implantation des différentes espèces dans la ville. C'était vraiment fou à chaque printemps. Un premier reflet vert, des bourgeons qui se frayaient un chemin au bout des branches par la membrane cellulaire comme des larves en croissance, et ce vert progressait, coûte que coûte, il s'étendait à travers le pays sans que personne puisse l'en empêcher. Le point tranquille de la nature. Le déplacement de la frontière fruitière. Autrefois, quand j'étais encore enfant de 2 parents, et que nous partions souvent pendant les vacances de Pâques vers les vallées du sud, et que mon père, pendant ses longs trajets, voulait parler de foot avec moi, et que ma mère demandait ensuite quel était l'oiseau en train de voler dans le ciel ou quel arbre poussait là au bord de l'autoroute, l'amour de mon père et l'amour de ma mère convergeaient par instants, quand, en apercevant les reflets verts dans les arbres, nous crions en rythme dans la voiture, tous ensemble, comme un club de supporters de foot qui serait passionné de phénomènes biologiques. Frontière, fruitière, frontière, fruitière, frontière, fruitière. Et quand les moments heureux se font rares, on s'en souvient d'autant plus, me disais-je dans la rue, entre Sophia et la mort. Je me demandais même si ce n'était pas mieux que le bonheur éternel. À demain, tout le monde. Bonne journée.